Quand vous pensez à la géographie, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Pour beaucoup d'entre nous, cela nous ramène aux souvenirs des leçons d'école. Nous nous souvenons avoir appris les noms des capitales, mémorisé les fleuves les plus longs, ou colorié des cartes de différents pays. Tout cela semble très innocent et descriptif, une façon simple d'apprendre sur le monde dans lequel nous vivons. Mais que se passerait-il si je vous disais que cette vision de la géographie est incomplète? C'est l'idée centrale du géographe français Yves Lacoste. Il a déclaré que le but premier de la géographie est de faire la guerre. Cela peut sembler choquant au premier abord, mais examinons cela de plus près. Lacoste soutient que la géographie ne consiste pas seulement à savoir ce qui est quelque part, mais à comprendre pourquoi c'est là et comment cet emplacement peut être utilisé. C'est une forme de connaissance qui permet aux puissants d'organiser l'espace, de contrôler les territoires et de planifier des stratégies. Pensez-y, pour gouverner une population, il faut savoir où elle vit. Pour exploiter des ressources naturelles, il faut d'abord les localiser. Pour gagner une bataille, un général doit absolument comprendre le terrain, les collines, les vallées, les rivières, pour prendre l'avantage sur l'ennemi. La géographie, de ce point de vue, devient une science du pouvoir. La géographie que nous apprenons en classe cache souvent cette dimension stratégique. Elle présente le monde comme une image statique, une collection de caractéristiques à observer. C'est ce que Lacoste appelle la géographie scolaire. D'autre part, il y a la géographie des stratèges. C'est la géographie pratique utilisée par les chefs militaires, les politiciens et les dirigeants de grandes entreprises. L'histoire regorge d'exemples qui prouvent la thèse d'Yves Lacoste. Bien avant les systèmes GPS modernes et l'imagerie satellite, les cartes figuraient parmi les documents les plus précieux et les plus secrets qu'un royaume pouvait posséder. Lorsque les explorateurs européens ont commencé à cartographier les côtes de l'Afrique, de l'Asie et des Amériques, ils ne faisaient pas que satisfaire leur curiosité. Ils recueillaient des renseignements vitaux pour leurs empires. Considérez l'Empire romain, l'une des plus grandes puissances militaires de l'histoire. Les Romains étaient des maîtres de la géographie pratique. Ils ont construit un vaste réseau de routes, non seulement pour le commerce, mais pour déplacer rapidement leurs légions à travers leur vaste territoire. Ils ont construit des forts au col de montagnes stratégiques et établi des villes le long des points de passage fluviaux cruciaux. Cette utilisation stratégique de la géographie est devenue encore plus évidente pendant les guerres modernes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les batailles ont été gagnées et perdues en fonction de la compréhension géographique. Les débarquements du jour J en Normandie ont été méticuleusement planifiés en fonction des marées, du terrain de la plage et des conditions météorologiques de la Manche. Dans le Pacifique, les États-Unis ont mené leur campagne de saut d'île en île, capturant stratégiquement des îles spécifiques qui pouvaient en servir de bases aériennes. Les généraux et les amiraux ont passé d'innombrables heures à examiner des cartes et des photographies aériennes, analysant chaque colline, forêt et marais pour obtenir un avantage tactique. La connaissance du terrain était une arme aussi puissante que n'importe quel char ou cuirassé. Dans chacun de ces cas historiques, la géographie était loin d'être une science neutre. C'était un outil actif, une forme de pouvoir exercée par ceux qui cherchaient à étendre leur influence. Maintenant, appliquons cette réflexion à un exemple d'aujourd'hui, la région du Sahel en Afrique. Sur une carte simple, le Sahel apparaît comme une vaste bande de terre semi-aride s'étendant de l'océan Atlantique à la mer Rouge, séparant le désert du Sahara au nord des savanes au sud. La géographie scolaire pourrait nous enseigner son climat, sa végétation et les pays qu'il traverse. Mais un stratège voit quelque chose d'entièrement différent. Le Sahel est riche en ressources naturelles cruciales pour l'économie mondiale. Des pays comme le Niger possèdent certains des plus grands gisements d'uranium au monde, vitaux pour les centrales nucléaires. Le Mali et le Burkina Faso ont d'importantes réserves d'or. Du pétrole et du gaz sont également découverts dans toute la région. Cette géographie souterraine crée une concurrence internationale intense. Les puissances étrangères et les multinationales ne s'intéressent pas seulement au Sahel pour des raisons humanitaires. Ensuite, considérons le Sahel comme un carrefour. Ce n'est pas un vide, mais une zone de transit massive. Pendant des siècles, il a abrité d'anciennes routes commerciales reliant l'Afrique du Nord à l'Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, ces mêmes routes sont utilisées à des fins différentes. Ce sont des voies pour le commerce légal, mais aussi pour le trafic d'armes, de drogue et d'autres marchandises illicites. Plus important encore, ce sont des corridors majeurs pour la migration humaine, les gens se déplaçant vers le nord en direction de l'Europe ou cherchant des opportunités dans les pays voisins. Enfin, la géographie physique et ses frontières créent d'immenses défis. Le terrain est difficile,
De vastes déserts et une végétation clairsemée rendent difficile pour les gouvernements de surveiller et de contrôler leur propre territoire. Les frontières elles-mêmes sont un héritage colonial. Elles ont été tracées par les puissances européennes au XIXe siècle sans grand égard pour les groupes ethniques ou culturels qui y vivaient. Ces longues frontières poreuses sont presque impossibles à sécuriser, ce qui en fait des refuges parfaits pour les organisations terroristes comme Al-Qaïda et l'État islamique, qui peuvent facilement se déplacer entre les pays pour échapper à la capture. Comme nous l'avons vu, la géographie est bien plus que le simple sujet que nous avons appris à l'école. L'acte apparemment neutre de décrire la surface de la Terre masque un but beaucoup plus profond et puissant. Comme l'a soutenu Yves Lacoste, la géographie est fondamentalement un outil d'exercice du pouvoir. Tout au long de l'histoire, de l'Empire romain aux guerres mondiales, la connaissance du territoire a été essentielle pour la conquête, l'administration et la stratégie militaire. Les cartes que nous considérons comme de simples représentations du monde étaient, et sont toujours, des plans d'action créés par des stratèges pour atteindre des objectifs politiques et économiques spécifiques. Le Sahel offre un exemple moderne, convaincant et urgent de cette réalité. Son histoire ne peut être comprise en ne regardant que son climat ou ses chiffres de population. Pour vraiment saisir les conflits qui affligent la région, nous devons analyser sa géographie stratégique. Nous devons le voir comme un échiquier où différents acteurs se disputent le contrôle de ses précieuses ressources. La géographie du Sahel n'est pas un arrière-plan passif, elle est un agent actif dans ces crises actuelles. Cette façon de penser ne consiste pas à être cynique, il s'agit d'être lucide et réaliste. Lorsque nous entendons parler d'interventions internationales, d'accords commerciaux ou de conflits dans des pays lointains, nous devrions nous entraîner à poser des questions géographiques. Qui bénéficie du contrôle de ce port? Quelles ressources se trouvent sous ce territoire contesté? Comment cette chaîne de montagnes ou ce désert affecte-t-il la capacité d'un État à gouverner? En adoptant la perspective d'un stratège, nous pouvons mieux décoder les nouvelles et comprendre les véritables motivations derrière les actions des nations et des entreprises sur la scène mondiale. En fin de compte, redécouvrir la dimension stratégique de la géographie nous donne du pouvoir en tant que citoyens. Cela nous permet de voir le monde non pas comme une peinture fixe et achevée, mais comme un espace dynamique, constamment organisé et contesté. Cela nous aide à comprendre que les cartes ne montrent pas seulement le monde tel qu'il est. Elles le montrent souvent tel que quelqu'un au pouvoir veut qu'il soit. En apprenant à lire entre les lignes et entre les frontières sur une carte, nous pouvons acquérir une compréhension beaucoup plus profonde et plus précise des forces qui façonnent notre monde. Et cela, en soi, est une forme de pouvoir.